Premier ministre accompagné du ministre délégué à la Défense et celui de l'Intérieur s'est rendu ce matin au cimetière militaire de Farsha. Objectif constaté de visiter les travaux de la clôture du dit cimetière. La campagne de vulgarisation de la balance des paiements a été ce matin ici à N'Djamena, ce qui permettra au Tchad d'être en conformité avec les exigences du FMI. Les échos dans ce journal. Et puis la politique du gouvernement pour la préservation et la restauration de la faune et de la flore ne semble pas être bien entendue dans certaines régions, ce qui a motivé le déplacement du chef de département de l'environnement dans quelques régions du pays. Vous regardez Téléchat, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Dans l'actualité ce vendredi, constater de visu la finition des travaux de la clôture du cimetière militaire de Farsha. C'est l'objet de la visite effectuée par le Premier ministre Joseph Timrangar Datnadi, accompagné des chefs des départements de la Défense et de la Sécurité publique. Les trois personnalités, ont également rendu hommage aux soldats tombés au Mali. Ramad Yassan. En mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur pour la libération du septentrion malien, le génie militaire a procédé à la clôture du cimetière de Farsha, la partie réservée exclusivement à nos martyrs. Il faut dire que pour libérer le Nord Mali, occupé depuis plus de 10 mois par les djihadistes et autres narcotrafiquants, les forces armées tchadiennes, contrairement aux autres soldats de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, étaient en première ligne aux côtés des soldats français. Grâce à leur haut fait d'armes que cette partie a été libérée. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dimrangar Datnadi, entouré pour la circonstance du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale Benaido Tatola, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Tchona Hassan Elimi et le SEMGA, le général Brahim Seyd Mamad, a fait le tour pour inspecter et apprécier le travail abattu avant de tenir à rendre un hommage appuyé à nos martyrs. À l'issue, bien évidemment, de cette visite, le Premier ministre chef du gouvernement a, au nom du président de la République, chef suprême des armées, souligné que cette initiative du ministère de la Défense nationale est louable à plus d'un titre pour le repos éternel des combattants de la liberté. Ce n'est pas seulement une visite de chantier, mais surtout le retour à un haut lieu de souvenir qui sera désormais celui de tous ceux qui auront à intervenir pour défendre la liberté là où elle est mise en péril. Et comme cela a été dit plus d'une fois, c'est sur les instructions fermes du président de la République, son Excellence Idriss Déby, nous en tant que chef suprême des armées, lorsque nous avons eu ce coup au Mali, le gouvernement avait donc estimé qu'il fallait un cimetière à part, un lieu de repos à part pour tous ceux qui auront à quitter ce monde sous cette forme-là. Donc nous sommes dans ce haut lieu de souvenir. Le travail a été demandé au génie militaire qui l'assure très bien. Je suis vraiment satisfait de ce qui est fait. À côté du cimetière de Farsha, le gouvernement a délimité un carré pour le repos de nos intrépides combattants qui se sont donnés corps et âme pour restaurer la dignité du peuple malien. De retour à la primature, le chef du gouvernement a reçu tour à tour Tidjani Andoumel, directeur pays de l'Organisation internationale du pays pour l'Afrique centrale, et le professeur René Xavier Perrin, accompagné du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Les relations de coopération entre ces institutions et les questions de santé publique étaient au cœur des entrevues. Assirana Batingar. L'Organisation internationale du travail doit être un partenaire privilégié du gouvernement tchadien dans sa politique de l'emploi. En moins de 3 mois, le directeur pays de l'OIT pour l'Afrique centrale s'est vu accorder 2 audiences. Cela illustre l'état d'esprit qui anime les 2 parties. Lors de cette audience, il a été question du travail décent et de l'emploi des jeunes. 2 préoccupations majeures du gouvernement tchadien auxquelles l'Organisation internationale du travail est disposée à apporter son soutien. Toujida Andoumel, directeur de l'OIT pour l'Afrique centrale, au sorti de l'audience. Le Tchad peut attendre du BIT un appui en matière de formation professionnelle. Et ça, nous pouvons faire tandem avec les autres partenaires qui sont dans le même domaine pour justement accompagner le pays dans ce sens, sachant surtout que les gens qui sont appelés à créer des entreprises, donc ce qu'on appelle les employeurs, ou le patronat, sont
membre à part entière de l'OIT. Parce que l'Organisation internationale du travail est la seule organisation dans le système des Nations Unies qui n'est pas monopartite mais tripartite, ayant non seulement le gouvernement comme membre, mais également le patronat et les syndicats. D'où tout problème qui se pose au niveau d'un pays et pour lequel on fait appel au BIT doit se traiter sur une base de dialogue que nous appelons dialogue social. Après l'emploi, le Premier ministre a discuté santé avec le professeur René Xavier Perrin et le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population. La politique du gouvernement tchadien, notamment la maternité néonatale et infantile, intéresse cette agence. Elle veut jouer le rôle de catalyseur dans le projet de formation des spécialistes en gynéco-obstétrique préconisé par le gouvernement pour la rentrée prochaine. René Xavier Perrin et le représentant résident de l'UNFPA ont été rassurés par le chef du gouvernement quant aux dispositions prises pour le démarrage effectif de cette formation. Il y a actuellement une pénurie de ressources qualifiées et c'est la raison pour laquelle la volonté donc, du chef de l'État était que très rapidement il puisse y avoir un très grand nombre de spécialistes formés. Et le seul moyen d'avoir un très grand nombre de spécialistes formés, c'est de pouvoir les former sur le terrain pour éviter aussi la fuite des cerveaux, parce qu'on ne peut pas dire que depuis longtemps, il n'y avait pas de Tchadiens qui étaient formés. Et c'est nous assurer avec l'appui des autorités que toutes les ressources, aussi bien matérielles que humaines, les infrastructures puissent être en place pour que cette formation qui dure 4 ans puisse être effectivement démarrée. Et donc, nous avons reçu toutes les garanties de M. le Premier ministre pour que cela puisse effectivement démarrer à la rentrée 2013. Donc, la santé, c'est avant tout les ressources humaines. Cette formation sera d'une utilité certaine pour la politique de la maternité néonatale et infantile et le slogan « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie ». Restitution ce jour au siège de la CBVIRA du rapport d'évaluation des besoins en vue des élections locales de 2014. On prépare à cette séance les chefs des partis politiques, les responsables de la société civile, des médias et bien d'autres. La rencontre est présidée par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Issa Ali Taher. Le point avec Adef Ahmad Bendama. Le rapport qui vient d'être restitué évalue les besoins et détermine les préalables pour l'organisation des élections locales de 2014. En ce qui concerne le chronogramme proposé par les consultants, les élections régionales et départementales se dérouleront en novembre 2014. Il est prévu un recensement biométrique, suggérer la révision de certaines dispositions de la Constitution de la République et du Code électoral. Un budget couvrant plusieurs besoins a été aussi proposé. Il est évalué à plus de 168 milliards de francs CFA. Le directeur pays du PNUD s'est réjoui de ce travail piloté par le ministère du plan. Le président de l'UTI lui félicite du soutien de la communauté internationale au processus électoral. Pour le président du CNDP, la paix au Tchad dépend aussi de la bonne tenue des élections. Si nous voulons la paix, nous devons la préparer avec des élections transparentes, comme je l'ai dit la dernière fois, dans la confiance et sur tous les terrains des discussions que nous avons sur la biométrie qui a déjà été retenue depuis 2007 comme un procédé pour rendre les élections plus fiables. De son côté, le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale indique que cette initiative marque une étape importante. Eu égard à la qualité des participants, j'ai la ferme conviction que vos contributions seront indispensables et enrichiront les rapports des consultants, lesquels continuera un outil non négligeable pour la future commission nationale indépendante, en charge de l'organisation des futures consultations électorales. Le ministre notifie par la suite que le programme de renforcement de la gouvernance démocratique ne peut se substituer au mécanisme mis en place. Il est le fruit d'un partenariat avec le PNUD.
La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale, Bayong Djibergui Amandrouzine, a visité ce vendredi quelques centres sociaux de la capitale. Cette sortie a permis à la ministre de recenser les doléances du personnel et de constater de près les conditions de travail du personnel. Remadi Orion Odette. Cette première sortie du ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la Famille dans les centres sociaux de la capitale a tout son sens. Madame Bayong Djibergui Amandrouzine voudrait constater les conditions dans lesquelles exerce le personnel. La première étape de cette visite est le centre social numéro 7. Ici, le ministre a fait le tour de tous les services pour voir le matériel de travail mis à la disposition du personnel. Mais hélas, la surprise était grande. Le centre fonctionne sans budget adéquat, pas d'eau ni d'électricité, le personnel n'est jamais recyclé. L'entrée principale du centre social numéro 7 est envahie par les eaux de pluie. Voilà ce dont le chef du département de l'action sociale a fait face. Pour la responsable, Madame Morta Hortense, depuis 20 ans d'exercice, c'est la première fois qu'un ministre rend visite à ce centre social. Pour elle, le centre est abandonné par le ministère de tutelle. Au centre social numéro 3, c'est tout le contraire. Le personnel exerce dans des conditions acceptables. Le ministère a doté le centre de tissus pour mettre à la disposition des apprenantes en couture. La farine pour la préparation de la bouillie enrichie est permanente. Le personnel rend régulièrement visite au ménage selon la responsable, Madame Dorionelumta Nadej. La dernière étape de cette sortie du ministre de l'Action sociale est le centre social numéro 4. Dans ce centre social, il n'y a que 5 femmes qui tiennent la maison. Madame Zara Brémé, responsable du centre, a relevé que le personnel exerce avec les moyens de bord. Le centre ne dispose pas de chaises. Les bureaux sont dans l'obscurité totale. Une première sortie qui a permis à la ministre de prendre le pouls du fonctionnement de ces centres sociaux. La traduction dans les faits de la politique sociale a amené le département par le passé à créer des structures d'application. Et parmi ces structures d'application, il y a les centres sociaux. Donc, nous les connaissons de loin, mais maintenant que nous sommes chez eux, il faut bien que nous les connaissions de près. Et c'est aussi tout à fait normal de s'approcher de ces services-là pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement, quels sont les différents services qui sont fonctionnels, quelles sont les difficultés et surtout les conditions de travail dans lesquelles les agents exercent. De tout le tour qu'a fait le ministre de l'Action sociale, aucune promesse d'amélioration des conditions de travail du personnel n'a été faite. C'est dire qu'en attendant qu'un budget de fonctionnement ne soit alloué à ces centres sociaux visités, le personnel doit doubler de courage pour travailler en faveur des personnes vulnérables. Et puis, je le disais dans les titres, la politique du gouvernement en matière de protection de l'environnement, notamment la préservation et la restauration de la faune et de la flore, ne semble pas être bien comprise dans certaines régions du pays. Le ministre de l'Environnement, Mamati Issa Alikimi, et quelques responsables de son département ont sillonné les régions du pays en vue de sensibiliser la population. Assirana Matigar. Les faits sont têtus. La coupe abusive des arbres à des fins mercantilistes revient au galop. La région du Chari-Bagrimi est loin de s'approprier la politique de protection de l'environnement prônée par le gouvernement. La sensibilisation à la protection et à la restauration du couvert végétal ne semble pas tendue. Elle est catastrophique. Elle oblige le gouvernement qui a toujours privilégié l'option de la sensibilisation à dépêcher le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutique sur Mamatimi, l'ampleur du désastre. Le Chari-Bagrimi serait-il victime de sa position géographique? Le bois mort ne semble plus répondre à la forte demande en bois de choc provenant de N'Djamena, la capitale. Aussi, la population a-t-elle eu la mauvaise idée de se rabattre sur le bois vert? Dolmien Malachi explique la technique. Un bois mort naturellement, vous ne voyez pas d'impact d'exploitation dessus, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple là, ce bois il est mort, mais ici, on voit qu'il y a une trace, il y a une mutilation là. Vous voyez, c'est une coupe qui a été menée là, n'est-ce pas? Bon, on ne sait pas si c'est un élagage, c'est difficile à se prononcer dessus, mais un bois qui est mort, on doit, si ça a été tué, on doit pouvoir voir les impacts. Peut-être il a été coupé sauvagement, il a été annulé sauvagement, on peut le voir. Le Tchad qui subit de plein fouet les affres du changement climatique, dont les exemples parlants sont le rétrécissement
à un rythme effréné du lac Tchad et l'avancée fulgurante du désert ne sauraient tolérer de tels actes, a tonné le ministre Mamad Issa Alikmi. Lors de différentes rencontres qu'il a eues avec la population, il a expliqué la nécessité de protéger son milieu naturel, de veiller sur son patrimoine, de ne pas laisser les prédateurs sans foi ni loi le détruire. La région du Guera n'est pas du reste. L'exemple illustratif est celui du canton d'Adjo. Des dizaines de milliers d'arbres ont été abattus sous prétexte des travaux champêtres sur plus de 50 hectares. Le ministre ne s'en revient pas. Mamad Issa Alikmi. C'est vraiment l'indignation. C'est vraiment affreux. C'est ignoble. L'objectif inavoué de ce massacre, je veux dire, de ces arbres, c'est le commerce, bien entendu. L'autre réaction, c'est que nous sommes vraiment étonnés cet acte venant d'un chef traditionnel. Et ça, c'est vraiment inacceptable, intolérable. Et ceux qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi, sont hors la loi. À cause de la confusion qui règne autour de cet abattage des arbres sur des dizaines d'hectares, le ministre à science tenante prit des mesures de rétorsion contre certains responsables déconcentrés de son département, exerçant dans le Chari-Bagrimi, le Guera, Bata et Salamat pour incompétence notoire et laxisme caractérisé. La formation des cadres formateurs des services d'intervention des forces de sécurité internes s'est achevée aujourd'hui. C'est une initiative du programme d'appui à la réforme des forces de sécurité intérieure au Tchad de PAFSI en abrégé. Compte rendu, service Gardelay. Cette formation a réuni une soixantaine d'officiers de la police et de la gendarmerie nationale. Elle a permis d'outiller les stagiaires en technique d'enquête et d'intervention. Les enseignements dispensés durant les 3 semaines ont porté sur la gestion de la scène d'infraction ou de crime, les perquisitions et saisies, l'audition des personnes vulnérables et l'intervention en lieu public ou privé. À cette occasion, le coordonnateur du PAFSI, Abdoulaye Mouyalta Georges, a indiqué que la volonté de son institution est de répondre aux ambitions du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pour le secrétaire d'État à l'Intérieur et à la Sécurité publique, les attentes de la population envers les forces de sécurité sont importantes. Nos concitoyens ne peuvent vivre avec un sentiment d'insécurité. En matière de sécurité, il convient de répondre avec détermination et sans impunité. La remise des attestations aux participants a sanctionné la cérémonie. Le ministère des Finances et du Budget et la Direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC ont procédé ce vendredi au lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la balance des paiements. Cet outil de gestion des finances permettra désormais à notre pays d'être en conformité avec les exigences du Fonds monétaire international. Le reportage d'Innocent Kilayo. La vulgarisation de la balance de paiement qui vient d'être lancée officiellement par le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget joue plusieurs rôles dans l'économie du pays. Indicateur d'ouverture du pays sur l'extérieur, la balance des paiements est également un outil indispensable pour la conduite de la politique monétaire et pour détecter certains agrégats de la comptabilité nationale. Compte tenu de son importance, le ministère des Finances et du Budget et le Fonds monétaire international ont confié sa vulgarisation à la Banque des États de l'Afrique centrale. La première regroupera du 29 au 2 août à partir de 8h30 les entreprises commerciales, industrielles, pétrolières, celles opérant dans la construction, ainsi que les assureurs et les cabinets comptables destinataires de l'ancien questionnaire standard et du questionnaire destiné aux entreprises à capitaux nationaux. La seconde phase, prévue pour fin 2013, début 2014, concernera les hôtels, les banques, les transitaires ainsi que les transporteurs aériens auxquels sont soumis un questionnaire spécifique en vue de la collecte des données annuelles. Le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, président du Comité national de la balance du paiement, recommande aux partenaires de respecter les informations contenues dans ce document. Aussi, me revient-il de vous recommander, et j'y insiste, dans l'intérêt bien compris de tous, au respect de votre devoir
de communication des données et statistiques telles que prescrites par la réglementation des champs harmonisés dans la zone CEMAC. Celle-ci prévoit, comme vous le savez, non seulement des délais de grâce pour le retour des informations semestrielles sollicitées dans les 60 jours qui suivent la fin du premier semestre au plus tard, mais aussi des sanctions en cas de fausse déclaration ou de refus de communiquer les statistiques. La balance des paiements sera en usage dans les 6 pays membres de la CEMAC, conformément aux exigences du FMI. Et puis, comme vous le savez, du 15 au 23 juillet dernier se sont déroulés ici, dans la capitale tchadienne, les travaux de la 35e session des comités consultatifs inter-États du CAMES. Lors d'un entretien accordé à la presse, le premier responsable de cette institution panafricaine au service de la recherche explique que l'Afrique participe faiblement à l'économie mondiale du savoir. Il nous présente également la stratégie mise en place par le CAMES pour booster les chercheurs africains. Suivez un extrait de ses propos. Au niveau de la recherche, le taux de notre contribution à l'économie du savoir est autour de, en tout cas inférieur à 1%, ce qui est problématique. Et nous-mêmes, au sein du CAMES, nous avons mené la réflexion afin que nous puissions inciter davantage à la production, à la recherche. C'est ainsi que, dans le cadre du plan stratégique de développement du CAMES, nous projetons d'augmenter le nombre de réseaux de recherche qui pourraient mutualiser les enseignants et les chercheurs. Nous comptons les faire passer d'un réseau qui existe, la pharmacopée-médecine traditionnelle africaine, à une dizaine de nouveaux réseaux. Nous comptons également, dans le cadre de l'évaluation de ces enseignants et chercheurs, qui se fait lors des comités consultatifs interafricains, nous comptons augmenter aussi le nombre d'articles requis pour passer d'un grade à un autre. Donc, voyez-vous, pour nous, c'est une préoccupation et nous comptons, en mettant ces dispositifs-là, augmenter ce taux de participation à l'économie du savoir. On pourrait dire que les contributions sont très faibles. Il y a à peine une contribution inférieure à 1% du PIB, alors que les pays développés contribuent beaucoup plus, mettent beaucoup plus de moyens dans la recherche. Il y a donc d'abord ça. Ça, c'est en ce qui concerne les autres. Maintenant, en ce qui concerne même, il y a aussi la volonté, la structuration. Il faudrait mettre de la volonté, de l'ardeur au travail, et il faudrait se structurer. C'est pourquoi nous, on a commencé d'abord par nous-mêmes, en se disant qu'on va restructurer notre système d'évaluation des enseignants-chercheurs, ce qui va les pousser à faire plus de recherche, à se concentrer à la recherche, d'une part, et d'autre part, on a dit qu'on va mutualiser les moyens à travers la mise en place de nouveaux réseaux thématiques de recherche. Pour le cas précis du Tchad, je ne sais pas s'il faille vraiment se prononcer parce que nous sommes dans un monde globalisant et on marche tous ensemble. Je pense que tout ce qu'on souhaite, on sait qu'il y a des infrastructures, il y a au niveau politique, il y a une volonté, ça je peux l'affirmer, il y a une volonté au niveau du Tchad et maintenant le CAMES va essayer, espère qu'à travers les nouveaux dispositifs qu'il va mettre en place, il pourra aider à ce qu'il y ait une concrétisation de cette vision politique des plus hautes autorités de l'État. Voilà le secrétaire général du CAMES dans une interview réalisée par Adoum Abdelkader. Prélude au congrès du Conseil national consultatif des jeunes prévu pour le 29 juillet prochain. Une rencontre d'échange est initiée par le département de la culture, des arts et du patrimoine. Quelles pistes de solutions pour les jeunes et quelles perspectives d'avenir? Ce sont là les deux principaux thèmes retenus à cet effet. La rencontre vise à outiller les organisations des jeunes en vue de leur implication dans les instances de prise de décision. Noubadoumbay Talomati. Le comité de suivi des organisations des jeunes sensibilise les partenaires et les organisations qui œuvrent pour l'intégration des jeunes dans le processus du développement socio-économique du pays. Pour atteindre ces objectifs, le comité est passé par un exposé. Il s'agit de faire comprendre aux jeunes les enjeux de la mondialisation et les défis à relever. Le président de l'organisation des jeunes, Arthur Alinguetel, rappelle que le gouvernement du Tchad a inscrit en lettres d'or la jeunesse dans son programme politique en vue d'améliorer sa condition de vie.
Pour le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine représentant son collègue de la jeunesse, le Comité national consultatif est un cadre de concertation, d'échange pour la participation des jeunes aux affaires publiques car elle constitue un levier pour le développement. Sachant vos compétences et capacités, je sais que vous pourriez accoucher des idées qui contribueront à améliorer la condition de vie des jeunes Tchadiens et aider le gouvernement à mieux faire dans le cadre du développement humain, social, culturel, économique et intellectuel. Le Comité national consultatif des jeunes doit jouer son rôle d'interface entre le pouvoir et les autres partenaires au lieu de se laisser sombrer dans la léthargie, précise le ministre. Il souhaite que les 2 jours puissent permettre aux jeunes de démasquer les maux qui entravent leur épanouissement. Il appelle à l'implication réelle des jeunes dans les activités de développement du pays. Les députés de la région de l'Enedi-Ouest ont rencontré hier au lycée de la Liberté les vacanciers de leur région et leurs encadreurs. Objectif, saluer l'initiative des autorités administratives de l'Enedi-Ouest qui favorise le brassage entre les élèves des différentes régions et encourager ceux-ci à travailler davantage. De prime abord, les élus du peuple de la région de l'Enedi-Ouest, Adoum Diar Mogodi et Hamid Kodia Mustafa, ont salué l'initiative des autorités administratives de la dite région. Selon les 2 députés, au-delà de la découverte du Tchad profond dans ses différentes facettes, à savoir les réalités socio-culturelles, économiques et climatiques du pays, cette colonie de vacances a été bénéfique pour les élèves venus des différents départements de l'Enedi-Ouest, car elle leur a permis de briser les barrières tribales et religieuses. C'est un véritable cadre de brassage et d'unité. Elle cadre parfaitement avec la politique des plus hautes autorités qui œuvrent inlassablement pour la paix et l'unité des fils et filles du Tchad. Cette initiative, elle est la première au Tchad. Et je pense que les autres régions vont emboîter le pas pour pouvoir faire découvrir à la nouvelle génération un Tchad uni, un Tchad en paix. Adoum Diar Mogodi et Hamid Kodia Mustafa ont saisi l'opportunité pour encourager les jeunes vacanciers à travailler davantage en leur offrant des kits scolaires. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires et aussi leurs encadreurs. Certes, c'est un geste tout simplement symbolique, mais significatif. Et nous espérons que les autres cadres de la région feront de même afin que les autres enfants se bénéficient de la même sorte. Cette rencontre avec les élus du peuple marque la fin de ce long périple qui a conduit ces jeunes vacanciers et leurs encadreurs à Bangor, Mundou, Doba et Sar. Nous parlons une fois de plus politique avec cet élément qui vient juste de nous parvenir. Le président du mouvement socialiste africain rénové, MSAR, a séjourné du 18 au 24 juillet dernier à Yaoundé au Cameroun. Ibrahim Koulamala est allé rencontrer les militantes et militants de son parti. Bien des sujets relatifs aux futures échéances électorales étaient au centre des échanges. Mohamed Saleh et Ben Malala. Les villes camerounaises, notamment Ngaoundéré, Yaoundé et Douala, ont constitué les différentes étapes de cette mission. Laquelle mission qui a permis au président national du mouvement socialiste africain rénové, MSAR, de s'entretenir avec les militants de son parti. La mobilisation des militants autour des idéaux du parti, les inscriptions sur les listes électorales et la probable possibilité de la présentation des candidatures des militants de l'extérieur aux élections législatives à venir étaient au menu des différentes rencontres qu'a eu Ibrahim Ahmed Koulamala avec les militants de son parti résidant au Cameroun. Les militants du parti MSAR ont rassuré leur président de leur mobilisation pour la bataille politique qui les attend. Le président du MSAR s'est dit satisfait de sa mission qui lui a permis d'informer ses militants sur la nouvelle vision du parti. Je rends confiant, malgré que je n'ai jamais douté un jour de leur sincérité. Maintenant, je rends encore plus confiant et plus galvanisé. Plus galvanisé parce que au moins j'ai rencontré des gens convaincus, des gens qui veulent faire quelque chose. Et c'est sûr que si jamais il y a une élection législative, et il y en aura, nous allons faire sortir à partir de ces hommes-là nos futurs députés. Partout où le président du MSAR est passé, les militants ont présenté quelques doléances relatives à leurs activités politiques, doléances dont le premier responsable du parti a pris bonne note.
La gouvernance des médias, c'est le thème d'un forum des responsables des médias d'Afrique centrale, FREMAC, qui a lieu à Bujumbura, au Burundi. Une délégation tchadienne a pris part à ces assises. Les membres de cette délégation ont restitué les travaux ce matin à leurs confrères tchadiens. Suivez les propos d'un des membres. On est arrivé à dégager ces grands points-là. Et comme d'habitude, il est également revenu sur la responsabilité sociale des entreprises de presse. Donc, cette responsabilité sociale, je crois que je n'ai pas besoin beaucoup d'y insister, puisque c'est tout simplement d'être, par exemple, la courroie de transmission entre les pouvoirs et les acteurs sociaux. Le leadership, selon les participants, c'est un processus d'influence d'un groupe pour amener les membres à réaliser les objectifs d'un organe sans contrainte. Un leader doit être un visionnaire. Ça, c'est la première qualité. La seconde qualité, un leader doit savoir communiquer avec les autres. Ça, c'est la seconde qualité. Un leader doit savoir déléguer ses pouvoirs. Parce qu'en fait, dans nos organes de presse, quand il y a une concentration des tâches, je crois que parfois, le fonctionnement de l'organe de presse devient un peu très lourd. Il faut savoir déléguer. Quand vous voyez, par exemple, un directeur de publication s'immiscer dans la rédaction, par exemple, de la qualité et du rôle, il y a également des facteurs de succès pour exercer au mieux son leadership. Donc, il a insisté sur le verbe servir. C'est-à-dire servir pour développer son leadership. Et dans servir pour développer, il y a également signaler l'avenir. Il faut savoir anticiper, engager les personnes et les faire grandir. Voilà, ces propos sont recueillis par Anastasie Bissi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À suivre le 23h30 avec Adoum Abdelkader. Je vous retrouve très prochainement sur Télé Tchad. Bonsoir.